Je salue Monsieur le recteur, Philippe Agresti, je salue notre directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, Virginie Jorissen, évidemment notre directeur, en plus ça veut dire Drari, enfin, c'est un homme très important. Je salue nos deux conférencières que je remercie. Et je vous salue toutes, vous qui avez pris du temps pour venir ici à la préfecture. Cet après-midi, je crois que votre présence montre sans doute qu'on pourra être d'accord pour dire que non, les filles ne sont pas forcément faites pour le soin, pour le verbe, pour le commerce, pour la communication. Que oui, les filles peuvent être excellentes dans les matières scientifiques pour peu qu'elles osent pousser la porte de l'université ou de l'école d'ingénieurs. Et qu'on a la conviction, je pense que Jean-Philippe Agresti sera d'accord avec moi, on a la conviction qu'un grand pays démocratique comme la France ne peut pas continuer à porter un message universaliste dans le monde s'il nie la moitié de lui-même, c'est-à-dire les femmes. Voilà. Et donc, c'est très important cette rencontre de cet après-midi parce que la réalité à la tête dure, mesdames, mesdemoiselles, je ne sais pas si c'est interdit maintenant de dire mesdemoiselles, enfin bon, vous, hein, jeunes filles, parce qu'on dénombre 42% de filles dans les filières mathématiques, SVT au lycée, et puis par un coup de baguette magique, un tour de passe-passe de 42% dans ces filières au lycée, vous n'êtes plus que 24% à pousser la porte d'une filière scientifique pour l'enseignement supérieur. Donc cette évaporation n'est pas souhaitable parce qu'on a besoin de vous. On a besoin, les industriels réclament des filles, des femmes, les universités aussi, on a besoin des femmes dans les sciences, on a besoin de votre regard, de votre détermination, de votre intelligence pour faire progresser le monde. Et je crois que cet après-midi, vous avez la chance de rencontrer deux femmes d'exception, deux femmes aspirantes qui vont tout à l'heure s'exprimer, qui ont pris de leur temps pour passer cet après-midi avec nous et qui vont vous démontrer que choisir la science, c'est faire avancer le monde vers plus de justice, plus d'harmonie et au fond plus de vie. Voilà, donc je pense que vous êtes tout à fait à votre place et merci d'être venu aujourd'hui. Je cède la parole à Jean-Philippe Agresti, votre recteur. Madame la préfète de région, chère Sophie, mes chers collègues, merci d'être là. Je salue les collègues, professeurs et maîtres de conférences des universités, puisque je suis moi-même, dans mon vrai métier, professeur des universités, mais je ne suis pas des mêmes sciences, puisque je suis juriste. C'est pour ça que j'adresse ce cher collègue à mes deux collègues enseignantes chercheuses. Mes chers élèves et mes collègues de l'académie qui vous accompagnent, professeurs et équipe de direction, monsieur Drari. Madame la préfète, c'est même encore plus marqué que ce que vous avez dit. J'allais dire, la situation est encore pire lorsque nos élèves entrent au CP, qu'elles sont évaluées en mathématiques, nos élèves filles, elles ont en général des meilleurs résultats que les garçons. Lorsqu'on les évalue un peu plus tard, le rapport s'inverse. L'évaluation suivante, après celle de CP, le rapport s'inverse. Les garçons sont meilleurs aux évaluations que les filles en mathématiques notamment. Et donc, ce que vous disiez est fortement ancré encore dans notre société. Il faut poursuivre la volonté politique, mais les stéréotypes de genre, les travers dans les gestes professionnels, même nous, sans nous en rendre compte, eh bien nous perpétuons le fait que les filles sont moins faites pour les sciences que les garçons, dès le plus jeune âge. C'est pour ça que la ministre d'État a lancé un plan il y a quelques jours, notamment pour travailler
à la formation des formateurs, donc à la formation des enseignants, et pour les alerter sur tous ces gestes pédagogiques que nous répétons depuis des générations. Et j'en veux pour exemple que, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans une école du rural, où il y a un travail fait de fond, véritablement, avec une vraie lame de fond, sur l'égalité filles-garçons dans les sciences, dès le plus jeune âge. Et lorsqu'on a fini la séance, l'enseignant, qui était un homme, mais ça aurait été une femme, ça aurait été de la même manière, qui était lui-même quelqu'un de très engagé, parce qu'il portait le projet, et bien on a vu que dans la manière qu'il avait d'interroger les garçons et les filles sur les questions scientifiques, il faisait lui-même l'objet d'un travers de stéréotypes de genre, et la manière dont il interrogeait ses élèves filles n'était pas exactement la même manière dont il interrogeait ses élèves garçons, et s'en est rendu compte lui-même, alors qu'il est lui-même le porteur du projet dans cette école. Je me tourne vers le Drari qui s'en souvient. Donc, véritablement, l'enjeu, c'est celui-là, c'est de changer au plus près de la classe, au-delà de nos politiques publiques, nous devons nous porter auprès des équipes pédagogiques, changer au plus près de la classe le geste pédagogique, la question du dernier kilomètre, et je sais dans bien des domaines, Madame la Préfète, que vous y êtes très, très attachée, pour qu'on puisse parvenir à cette égalité. Et il y a un second sujet auquel je suis très, très attaché, et j'allais dire, il faut savoir concilier les deux. Ce qui va se passer aujourd'hui avec mes deux collègues, c'est que vous allez voir des parcours absolument remarquables de scientifiques de très haut niveau, qui ont les plus hauts grades universitaires dans le domaine scientifique, et qui sont des chercheuses nationalement, et au niveau européen et au niveau international, reconnus pour leurs publications. Dans le monde entier, on peut se référer aux travaux qui sont faits dans les deux domaines qui sont les vôtres. Beaucoup sont intéressés notamment par le domaine de la santé, mais vous verrez pas seulement. Mais il y a aussi, nous, à éviter un écueil. Je sais que vous partagez ça avec moi, du moins pour connaître des collègues universitaires, pour avoir beaucoup travaillé à l'université. Il ne faut pas non plus donner comme référence aux filles que Marie Curie, pour faire de la science. Et là aussi, il faut qu'on tienne un équilibre entre... Parce que, effectivement, il faut avoir de beaux exemples qui stimulent, mais en même temps, pour réussir, quand on est une femme dans les sciences, on n'est pas obligé d'être Marie Curie. Et donc, il y a toute une série, tout un panel de possibilités d'épanouissement dans l'étude des sciences au sens large et dans les métiers scientifiques, ingénieurs, la recherche, le numérique, bref, je ne vais pas ici les dégriner, qui font que vous pouvez avoir un épanouissement très fort, une insertion professionnelle réussie, une vie agréable qui vous permettra de concilier à la fois vie professionnelle et vie de famille, sans être forcément le sommet de la recherche mondiale en sciences. Et donc nous, on a toujours cet équilibre à tenir, à la fois en mettant des parcours exemplaires en avant de personnes qui sont mondialement connues, mais tout en disant, on ne demande pas à chacune, d'ailleurs, qui serais-je pour vous le demander, on ne demande pas à chacune de devenir Marie Curie, sinon de laisser tomber l'affaire. Et ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que des modèles de femmes scientifiques qui ont fait des études de sciences et qui ont un parcours professionnel, vous en avez autour de vous aussi. Et il faut aussi que vous puissiez aller vers elles, que vous puissiez les rencontrer, que vous puissiez les écouter, que vous puissiez partager avec elles. Dans tous les cas, moi je suis très heureux de vous voir ici. Merci Madame la Préfète d'organiser ce moment et merci de recevoir nos élèves dans ce lieu magnifique. Je crois que vous aurez une petite visite tout à l'heure. Et je laisse, je crois, maintenant la parole à mes deux collègues qui vont vous présenter leur parcours. Juste une
dire à Chantal Pichon, qui est professeur à l'Université d'Orléans, qui va donc vous présenter. Alors normalement, il y a la présentation. On la met en même temps. Oui. Excusez-nous, là c'est un petit peu Chantal Pichon qui est directrice d'un laboratoire qui s'appelle l'Accélérateur de recherche et technologie, qui est une structure de l'INSERM et qui est une spécialiste effectivement internationalement reconnue sur les ARN messagers. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Stéphane. Bonjour à tous. Madame la préfète, monsieur le recteur, mes chers collègues qui sont là, cher Stéphane, et vous, tous, toutes, c'est avec un énorme plaisir et un peu d'émotion que je vais en fait vous présenter mon parcours. Aujourd'hui, ce que je voudrais vraiment faire, c'est tout d'abord vous expliquer d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait, quels sont, parce qu'on va quand même parler un peu de recherche, parce que c'est ça qui est très important. Quels sont les domaines de recherche qui me passionnent? Et ensuite, pour finir, je vais quand même me permettre de vous mettre quelques diapositives pour vous donner un peu ma vision des choses. Et je crois que aussi bien Madame la préfète que Monsieur le recteur ont déjà un peu dévoilé ce que je voulais partager avec vous. Et c'est très important. Est-ce que tu es En fait, je ne vois rien, donc c'est un peu compliqué cette affaire, mais je ne vois pas. Donc, je pense que je vais mettre là. Tu veux qu'on se déplace? Je ne vois pas. Toi, je vais mettre là. Si on déplace le micro. Ouais, je pense qu'on va déplacer parce que je ne vois pas, et ça va être. On prend un micro du coup. Voilà. On va essayer de parler fort. Oui. Oui, alors, pour ne pas perdre du temps, sur cette première diapositive, c'est juste pour vous expliquer un peu plus. Alors, moi, je suis née à Madagascar, un lointain pays, qui est à 12 km d'ici, où j'ai fait toutes mes études, et à la fin de mon baccalauréat, donc à l'époque, on avait encore ce qu'on appelle un baccalauréat CVT, qui était les SVT. En fait, avec mon père, on a décidé que je vienne en France. Parce que je voulais faire des études beaucoup plus poussées, et en plus, je voulais être déjà chirurgienne et chercheur, je vais en parler tout à l'heure. Alors, quand on fait exactement comme ceux qui sont aujourd'hui, qui viennent d'ailleurs, on fait en fait ce qu'on appelle demande Campus France, et à l'époque, c'était à l'ambassade de France. Et quand on pouvait avoir une bourse sur créer un concours, et on a une bourse d'études. Et donc, j'ai reçu cette bourse de l'ambassade qui m'a permis de venir en France. D'accord? Mais pour venir en France, il a fallu d'abord que je passe au service militaire, parce qu'en fait, à l'époque, Madagascar était sous le joug de la Russie. Donc j'ai fait mes 2 ans de service national avant de venir en France. Ensuite, j'ai eu une bourse pour être à l'université de Méditerranée, enfin à l'université d'Aix-Marseille 2. Vous devinerez pourquoi, parce que moi je voulais être au soleil, parce que je viens de Madagascar. Et ensuite, j'ai fait mes études, et on va voir après, licence, etc., jusqu'au master, qui est la maîtrise à l'époque de biologie, et j'ai eu une bourse du mérite pour, au fur et à mesure, pour subvenir à mes besoins, et ensuite une bourse de thèse du ministère de la Recherche et Technique. J'ai obtenu un doctorat en biologie moléculaire et microbiologie, et après, je suis partie en postdoctorat, stage postdoctorat, parce que c'est important, je voulais déjà voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, parfaire aussi mon anglais, parce que c'est important, et moi j'ai choisi d'aller en Angleterre, et je suis allée à Cambridge. J'ai la chance d'être pris à Cambridge, dans un énorme institut qui s'appelle AFRC, vous avez le château qui est magnifique là, il faisait très froid, entre parenthèses, et ensuite, je suis revenue en France après 2 ans, et parce qu'en fait, je devais avoir un poste à Marseille, mais je ne suis pas arrivée à rester à Marseille parce que ça faisait beaucoup de choc entre Cambridge et Marseille, c'était trop bruyant pour moi. Et un de mes professeurs m'a dit, mais tu pourrais peut-être postuler à Orléans, parce qu'il y a un professeur qui a une bourse postdoctorale sur le VIH. Et donc, j'ai lu. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Orléans.
Et je peux vous dire que quand je suis arrivée à Orléans, et quand j'ai vu le pont, et quand j'ai vu la rue Royale, j'avais l'impression d'être un peu à Cambridge. Et je me suis dit, je pense que je vais faire ma vie ici. Voilà. Et chance, au bout de 6 mois, j'ai eu un poste qui s'est ouvert, un poste de maître de conférence. Et donc j'ai fait mon concours, je l'ai obtenu. Et donc je vous montre un peu le parcours, maîtresse de conférence, après professeur, après différents grades. Et en 2022, j'ai eu la chaire innovation de l'Institut universitaire de France, qui me permet en fait de me décharger de mes enseignements pour faire beaucoup de recherches. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être professeur, nommé professeur invité à l'Institut Berlin Institute of Health. Donc c'est une nomination qui est en fait un peu à vie, même si on est payé juste pendant 2 ans. Après, c'est voilà, la suite c'est bon. Et donc, si je regarde, alors, quand on est enseignant-chercheur, on a un parcours enseignant et on a un parcours recherche. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un parcours enseignant. Donc, effectivement, j'ai été titularisée 1 an après, ça c'est comme partout. Hein. Et ensuite, j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai pu me détacher pour faire chercheur à plein temps pendant 3 ans. C'était assez rare et ça m'a permis vraiment de construire en fait ce que je faisais. Ensuite, j'étais professeur de deuxième classe, première classe, je passais demain, j'en vous avais parlé. Et entre-temps, avec Stéphane Cordier qui est là, on a eu une aventure. C'est pour diriger un institut thématique, oh mon Dieu, non pas toi et moi, qui s'appelle Institut thématique de recherche pluridisciplinaire. C'est enregistré. Ah là là, en sciences biologiques et chimie du vivant, lequel effectivement j'ai fait 2 mandats, et puis je me suis arrêtée des heures, puis après je suis passée. Alors en enseignement, j'ai fait de la licence de biochimie, de biologie, des masters, et puis vous allez voir que mes cours, thérapie innovante, bioimagerie, nanomédecine, immunothérapie, c'est très adossé à ce que je fais en recherche. Et effectivement, j'ai eu des mandats quand en fait, parce qu'il n'y a pas que l'enseignement, il y a aussi ce qu'on doit faire en administration au niveau de l'université, et juste quand on a un certain âge, il va falloir donner de soi-même pour pouvoir en fait monter les choses. Et ensuite, j'enseigne dans différents types d'universités. Alors, la recherche, c'est très important. Parce qu'effectivement, Sophie va vous en parler, elle est beaucoup plus jeune que moi, et cette recherche-là, il faut l'attaquer tout de suite dès qu'on démarre notre carrière d'enseignant-chercheur. Parce qu'après, si on ne le fait pas, on oublie, et après, c'est compliqué à faire. Et donc, effectivement, j'étais jeune jusqu'en 2006. Une fois que j'étais professeur, on m'a donné une équipe à diriger. Donc, j'ai toujours travaillé, alors je suis désolée, c'est en anglais, mais je suis sûre que vous comprenez tout ça. Donc en fait, moi j'ai toujours travaillé sur la structure des acides nucléiques et leur délivrance pour justement les utiliser comme médicaments en thérapie, pour les thérapies innovantes. Et donc vous voyez, il y a différents types d'acides nucléiques, hein, certains que vous connaissez, l'ARN, l'ADN, des petits ARN, et ensuite vous avez effectivement, comme n'importe quel médicament, on a besoin de les enrober, sinon ça ne marche pas, parce qu'en plus c'est fragile. On a différents types de carrières, ce qu'on appelle des transporteurs. Et ensuite, on a des applications, vous voyez, cancer, médecine régénératrice, maladies génétiques. Et à chaque fois, il y a des challenges. Et en fait, quand on est chercheur, il faut réfléchir pour porter, mettre en place des projets. Ensuite, à partir d'un certain âge, Sophie est jeune et déjà elle a fait sa demande, c'est une recherche de financement, sinon effectivement on ne peut pas tout faire avec l'argent qu'on nous donne. Ensuite, il faut qu'on encadre des étudiants, et ensuite il faut aussi manager du personnel lorsqu'on dirige un laboratoire. Alors, moi j'ai toujours travaillé sur ce qu'on appelle les thérapies innovantes et la nanomédecine. Et le laboratoire, dont Stéphane a parlé tout à l'heure, c'est un laboratoire qui effectivement se trouve à l'hôpital. C'est l'INSERM qui m'a proposé, après, en 2023, et c'est 2022 d'ailleurs. Et normalement, il y aura un autre laboratoire entre l'Université d'Orléans et l'INSERM qui est en train d'être labellisé, j'espère, en cette année-là. Et donc vous voyez que, en fait, c'est pas isolé. On se trouve à l'hôpital, on a un pôle de pathologie de l'hôpital qui est avec nous, et bien sûr, dans l'Université d'Orléans, on a 2 axes.
la vectorisation, c'est les transporteurs et la bioproduction. Ensuite, les cibles moléculaires et les thérapies innovantes. Et puis, les différents sous-axes qui sont portés par ces collègues qui sont là, qui sont des collègues qui travaillent énormément et qui sont vraiment fantastiques. Et ce que vous voyez ici, c'est que, au fond là, en fait, j'ai toujours travaillé sur une interface entre la fondamentale, les recherches appliquées et la translationnelle. Et le fait que je sois à l'hôpital maintenant, ben en fait, ça me comble un peu de... Je m'épanouis, parce que quand j'étais au CNRS, avant au Centre de physique nucléaire, je n'avais pas ça. Aujourd'hui, et j'aimerais vraiment vous donner ce message-là, en fait, aujourd'hui, la science, la recherche, elle ne peut pas se faire sur un monodiscipline, en tout cas dans les sciences expérimentales. C'est très important que vous le sachiez. Il y a toujours des interdisciplinarités entre la biologie et la biochimie. Là, je vous donne ce que moi je fais. Interdisciplinarité entre la biologie, la chimie et la physique. En fait, le premier, c'est parce que nous, on développe des molécules, des macromolécules, pour transporter nos médicaments. Et l'interdisciplinarité biologie, chimie, physique, là, on va utiliser les ultrasons, on va utiliser des champs électriques pour pousser, en fait, la délivrance de nos médicaments à un endroit bien précis du corps. Et ensuite, bien sûr, il y a la recherche fondamentale, parce que si on n'arrive pas à maîtriser cette recherche fondamentale, on ne peut pas faire de la recherche translationnelle, ni de faire de la recherche technologique. Et moi, je tiens beaucoup à ce qu'on a aussi des recherches technologiques. Et là, je voudrais aussi vous dire qu'on ne peut pas opposer les domaines scientifiques. J'aimerais vraiment vous le dire. Quand on fait de la recherche technologique, ce n'est pas quelque chose qui est en dessous de la recherche fondamentale. Quand on fait de la recherche translationnelle, ce n'est pas au-dessus des autres recherches. Parce qu'à vrai dire, on ne peut pas du tout mener chaque recherche si il n'y a pas les autres domaines qui travaillent ensemble. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important que je vous dise. Alors ma passion, vous l'aurez compris, ce sont les ARN messagers thérapeutiques et les vaccins. Donc moi je veux mettre en place, j'ai toujours voulu mettre en place des thérapeutiques à base d'ARN messagers. Pour cela, j'ai besoin de mettre en place ce qu'on appelle des formulations. Vous savez, les formulations, c'est des mélanges entre le molécule active et l'excipient dont on a besoin pour justement que ça aille au bon endroit et être stable dans le corps. Et moi, je vais vous parler à la fin d'une plateforme innovante que je fais qui s'appelle à base d'ARN messager, qui est une technologie de rupture qui est assez un peu unique au monde. Moi, je veux rendre les biothérapies à base d'ARN accessibles à tous. Je viens d'un pays qui est très pauvre. Il est hors de question, et ça, j'essaie de le faire. Je ne peux pas le faire tout seul. Mais je pense qu'on doit tous penser à réduire le coût de nos thérapies innovantes. Alors, ça, je pense que ça va vous parler. Quels sont les moyens qu'on a aujourd'hui si on veut moduler une fonction cellulaire? Eh bien, en fait, on va prendre l'ADN, l'ARN et les protéines. Et donc, effectivement, vous voyez tout de suite que soit je fais de la thérapie génique, cette thérapie génique, aujourd'hui, englobe tout ce qui est ADN et ARN. Quand c'est un ADN, il faut aller dans le noyau. C'est pas facile. C'est surtout pas facile parce que le noyau, notre information génétique, elle est protégée, vous le savez. Et tant mieux. Et quand on a des cellules qui sont différenciées, donc à la fin, eh bien en fait c'est très compliqué à passer. Ou alors, on peut utiliser les protéines, les molécules fonctionnelles. Mais là encore, ça marche. D'ailleurs, il y a l'insuline, il y a les anticorps thérapeutiques, il y a beaucoup de choses, des facteurs pour les gens qui ont des problèmes au niveau du sang. Eh bien en fait, c'est difficile et c'est cher à produire. C'est pour ça que moi j'ai travaillé sur les ARN messagers. Alors vous pouvez faire une thérapie génique in vivo, on injecte les molécules directement, ou alors ex vivo, on récupère les cellules, on les traite et on les réinjecte. Et à l'IGR, il y a de l'immunothérapie qui est basée avec ça. Alors l'ARN est un biomédicament de choix, pourquoi? Parce que d'une part, vous le savez tous, on peut concevoir un ARN à partir d'un gène, facile. Deuxième, on peut créer la bonne protéine.
Et qu'en fait, la cellule, une fois qu'on donne l'ARN, qu'est-ce qui va se passer? La cellule, elle va s'autoréguler. Elle va produire le nombre d'ARN, la quantité dont elle a besoin. Elle va aussi modifier les protéines de telle sorte à ce qu'elle ait tous les attributs nécessaires pour que ça fonctionne bien. Et donc, quand on veut faire un médicament à base d'ARN, l'ARN est connu pour être très fragile. En fait, on en a plein des enzymes, des nucléases au niveau de nos mains. Donc, si vous venez dans mon laboratoire, vous verrez qu'il y a 3 pièces dédiées à l'ARN, où on ne peut pas aller comme ça, où tout est stérile, où tout est... parce que sinon, c'est compliqué. Donc, on va protéger. Et cette protection, en fait, on va l'envelopper dans des transporteurs pour que justement il soit acheminé, stable et acheminé là où il faut. Cette dégradation, l'ARN ne reste pas très longtemps dans l'organisme. Une fois que sa tâche est accomplie, il est dégradé, ça ne provoque pas de changement permanent, contrairement à ce que disent tous les antivax de leur terre. Non. Et de deux, c'est pour ça qu'on a utilisé pour les vaccins, parce que justement, il est pas mal, parce que, tac, il exprime l'antigène, ça va donner la réaction immunitaire, et avec le temps, ça diminue. On peut en poser, si vous voulez poser des questions, je vous répondrai après. Alors, je voudrais aussi vous dire un message aujourd'hui. Même si cet ARN messager vaccin a été fait rapidement, en fait, les recherches sur l'ARN ont été développées depuis 1960. Je sais, c'est longtemps. Hein. Ça met beaucoup de temps, en fait, pour aller jusqu'à la fabrication du vaccin. Et là, je vous montre un diapositive qui est chargé. Je suis désolée, mais ça me permet de vous montrer que, effectivement, il y a un code couleur. La biologie moléculaire est en vert. En bleu, c'est la nanomédecine, c'est la science pour la délivrance. Et en rouge, c'est les applications. Si vous regardez, même si vous n'arrivez pas à lire, qu'est-ce que vous voyez? En fait, il y a un crosstalk. Il y a un... C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui est avancé, l'autre arrive. L'autre arrive. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut une base solide pour pouvoir faire des recherches technologiques et ensuite pour faire des applications. Et vous le voyez que très tôt, en 1992, à Pasteur, Pierre Melien a décidé d'utiliser l'ARN comme vaccin. Mais à l'époque, c'était trop tôt, parce qu'on n'avait pas toutes les connaissances, donc ça n'a pas marché. Voilà. Et ensuite, vous avez ici en 2005, en 2000, il y a un premier start-up à Tübingen qui s'appelle CureVac. En 2008, BioNTech, ça c'est des Allemands. Les Allemands, ils croient beaucoup à leurs chercheurs, hein, ça ils poussent beaucoup. Et ensuite, Moderna, vous savez quoi? Stéphane Bancel est un Français, il dirigeait Biomérieux. Il a dit, il faut travailler sur les ARN messagers. Biomérieux a dit, non, c'est un peu... Hein. Il est parti aux États-Unis. Il a fondé Moderna. Et donc après, vous avez l'histoire. Et là, on va parler après des prix Nobel. Alors, les technologies clés, on les connaît. Une structure doit être optimale d'ARN messager. En fait, il y a 3 structures. Une encapsulation, c'est des transporteurs. Une intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, nous, on cède de la modélisation à l'intelligence artificielle pour faire ce qu'on appelle une approche par la conception, pour justement réduire le temps bien designé. Donc, si je parle de transporteur, j'ai besoin de chimie, biophysique. Si je parle d'intelligence artificielle, vous voyez tout de suite, je dois faire l'informatique, je dois faire de la computation. Donc, je ne sais pas si on dit comme ça. Ben voilà. Alors vous allez me dire, mais bien sûr, comment je ne suis pas spécialiste de tout ça? Moi, je suis spécialiste de la biologie moléculaire et cellulaire et de la technologie. Donc, j'ai besoin des collègues qui sont très forts là-dedans pour bosser avec moi. Mais si je veux bosser avec eux, il faut que je comprenne un peu quand même. Sinon, ça ne va pas aller. Donc ça, c'est la structure des ARN messagers. Donc je vous montre, donc il y a une coiffe, donc c'est pour ça que j'ai mis un peu la casquette là. C'est ce qui protège. Et ensuite, il y a d'autres parties, des séquences. Et puis après, vous avez une queue qui s'appelle un queue colia. Ça, c'est des nucléosides au cas où vous vous rappelez dans le cours. Chaque partie joue un rôle très spécifique dans la stabilité, dans l'expression de cet ARN et dans sa localisation dans la cible. Tout ce que je dois vous dire ici, c'est les briques 1, 2, 3,
1, 2 et 4 doivent être mis au point pour une application donnée. Ensuite, on va faire un coupé-collé pour changer la protéine. Et donc, c'est assez facile pour l'utiliser. C'est pour ça que quand il y a eu le vaccin, on vous a dit, mais si jamais le vaccin ne marche pas parce qu'il y a un variant, facile pour nous de le changer. D'accord? Parce qu'on va couper, on va coller. Alors, les applications, si on fait ça, finalement, plusieurs applications, l'immunothérapie, tout ce qui est maladie infectieuse, cancer, maladie auto-immune. Je vous mets ici les marchés, c'est quand même un marché énorme. L'édition du génome, vous savez, c'est le coupé-collé, c'est-à-dire l'enzyme, c'est celui qui avait Emmanuel Charpentier qui a le prix Nobel. En fait, c'est une enzyme qui s'appelle nucléase, qui s'appelle Cas9, qui finalement coupe à un endroit du génome bien précis en s'aidant de morceaux d'ARN, et ça nous permet de faire vraiment un coupé-collé, un ciseau génétique, on appelle ça. Maladie neurodégénérative, maladie hématologique, maladie cardiovasculaire et hépatique, les additions de gènes, maladie métabolique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des enfants, des bébés, des effectifs, qui ont des problèmes métaboliques dès le départ, qui finalement, malheureusement, on doit faire de l'avortement thérapeutique, ou alors on meurt, tout simplement parce qu'il manque une protéine. Donc en fait, on peut utiliser cet ARN-là pour justement changer cela, et c'est déjà en train d'être travaillé aux États-Unis. Les maladies hématologiques, vous vous imaginez que c'est très important pour les femmes qui ont du mal à avoir des enfants, et c'est quand même bien si on peut les aider pour ça. Ensuite, toutes les maladies régénératrices, tu sais, le monde vieillit, et c'est tant mieux, mais on a aussi après plein de problèmes, les diabètes, les ulcères des jambes, la régénération. Voilà, j'ai deux questions. Alors, je vais vous parler en fait de deux prix Nobel, c'est-à-dire Katalin Karikó et Joe Weissman sur les modifications de l'ARN. Vous avez tous entendu parler. En fait, lui, elle, c'est une femme qui a travaillé sur les ARN depuis 1995. Bon, plus que moi. Moi, j'ai démarré en 2004. Lui, en 1995. Maman, elle est plus âgée que moi. Et en fait, comme beaucoup, ça ne marchait pas. Et elle a eu l'idée géniale de se dire, mais pourquoi ça ne marche pas? Je vais regarder les ARN qui se trouvent dans la cellule. Et en fait, elle a aussi montré que ça induit une inflammation. Les ARN qu'on produit à l'extérieur. Et quand on regarde, sur le premier schéma, la figure là, vous voyez, il y a les ARN de mitochondrie, il y a les ARN T de transfert, il y a les ARN messagers. En fait, elle s'est aperçue que les ARN qui sont produits in vitro, ça induit le TNF-alpha, c'est une molécule inflammatoire. Les seuls qui n'induisent pas l'inflammation, c'est les ARN messagers, mais aussi les ARN de transfert. Et je vous ai mis dans le petit encart là, en fait, cet ARN est fortement modifié. C'est-à-dire, on va le voir après, les nucléosides sont un peu changés. Et quand on fait notre transdélivrance d'ARN, en fait, on mime les virus. Quand vous le voyez ici, on allume plein de systèmes de molécules de la défensivée qui fait que la cellule, elle meurt, ça bloque tout. Et voilà. Et elle, s'il te plaît, ce qu'elle a vu, c'est qu'elle s'est dit, si c'est comme ça, pourquoi je ne modifierai pas les ARN que je produis in vitro? Je vais mimer ce qui se passe. Donc regardez, là c'est des nucléosides, je ne sais pas si vous le faites déjà dans vos cours, mais en fait c'est l'adénine, l'urine, la uracile, etc. Et il y a des morceaux qui sont modifiés avec de l'éthyle, avec de changements différents, iodo, des choses comme ça. Et ça, ce sont des systèmes que nous, nos cellules fabriquent pour différencier nos ARN, des ARN de virus et des bactéries qui n'en ont pas. C'est génial, hein? Et donc, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rajouté ça. Et regardez là, ce schéma-là. En fait, en rajoutant ces modifications, vous voyez qu'il n'y a plus une augmentation de la production de ce fameux TNF-alpha, il est complètement vide. En conséquence, il y a une amélioration de l'expression de l'ARN, et ça a été fait dans des cellules dendritiques, le chef d'orchestre de l'immunité. C'est comme ça qu'elle a eu le prix Nobel, et c'est une petite. En fait, les belles découvertes, c'est toujours avec des choses très simples et très faciles. Alors, les transporteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, on en a besoin. Donc, on peut
vaccins, les LNP. Moi, je vais vous parler de quel est le rôle. Protéger contre la dégradation, stabiliser dans le flux biologique et augmenter l'internalisation dans les cellules. Moi, je vais vous parler de ce que je fais dans mon laboratoire. Moi, je fais ce qu'on appelle un polymère de lipides histidylés. Ce sont en fait des morceaux d'histidine qu'on rajoute sur nos systèmes. Tout ça, pourquoi? Parce que ces différents types d'histidine, ces groupements, APH6, c'est le pH des vésicules d'endocytose, ça devient positif, c'est protonique. Il y a un H+. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va déstabiliser les vésicules d'endocytose, libérer en fait nos particules et être accessible à la machinerie. On a mis en place un starter qu'on appelle Polyteragène, qui est dirigé maintenant par mon collègue, Dr Patrick Bouillon. Et en fait, pour la petite histoire, c'est ce système-là qu'on utilise pour fabriquer les vecteurs viraux qu'on utilise à l'AFM Téléthon pour la myopathie de Duchenne, vous avez tous entendu parler. Il y a Sacha qui est maintenant. Alors, pour l'ARN, il faut avoir beaucoup de choses. Il faut des plateformes pour produire différents types d'ARN. Mais il faut aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, mettre en place ces systèmes. Et donc, vous voyez on s'entraide des modèles prédictifs, on s'entraide de tout ce qui est design par la qualité, on fait différents types par microfluidique, et en fait, on rajoute des systèmes de signalisation pour que ça marche, pour que ça soit adressé à des cellules particulières. Alors, mon ART, juste si je donne une diapositive, il y a une capacité d'innovation. L'INSERM me donne 8 chercheurs, 10 ingénieurs, interdisciplinarité et des équipements de pointe. On développe des technologies, on conçoit l'ARN, on développe les formulations, et en fait, on développe, on accélère les projets d'innovation avec différentes personnes et équipes. Donc, c'est toujours la recherche fondamentale. Alors, technologie rétinastique de l'État, c'est TRL. En fait, c'est des niveaux de technologie. C'est-à-dire que plus on avance vers l'industrie, plus on augmente. Et donc là, l'innovation, depuis 2022, on a des brevets, on a les 2 startups, dont on parle tout à l'heure, et puis il y a les projets européens. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que, en fait, on travaille sur le vaccin, sur la régénération, sur l'immunothérapie et sur les maladies auto-immunes. Alors, je vais juste prendre un temps pour vous parler un peu de ma technologie de rupture, que je vais finir jusqu'à ma retraite, je pense. Donc, cette technologie de rupture, c'est aujourd'hui, on produit l'ARN in vitro, en synthèse chimique. C'est cher. Toutes les licences appartiennent aux États-Unis. Donc, en fait, l'idée, c'est comment réduire ce coût. Donc, moi, j'ai eu l'idée, pourquoi, en fait, on n'utilise pas la levure? En fait, on utilise déjà la levure pour produire des protéines, des anticorps, pour produire même ce qu'on mange, beaucoup de choses, des métabolites. Et finalement, j'ai eu, en fait, avec mes collègues, on a réfléchi et on a trouvé un moyen pour encapsuler notre ARN, empacter, accumuler, comme vous voyez. C'est une photo de microscopie. Vous voyez ici, ça c'est la levure, ça c'est l'ARN, et ça c'est une protéine qu'on appelle chaperone, qui en fait est capable de reconnaître l'ARN et de l'accumuler. Vous voyez, il y en a beaucoup. Et j'ai la chance que 2 collègues, je les connaissais pas, Pascal Viguier, quand j'ai fait une présentation au HEC, il est venu me voir, il m'a dit, vous savez quoi, je voudrais monter la boîte sur votre technologie. C'est un entrepreneur, il s'est mis avec Thierry Ziegler, qui est un expert en production, et bien on a monté BioRNA. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'après j'ai eu un projet européen qui s'appelle EIC, European Innovation Council, pour faire ça. Et vous voyez ici ce que nous voulons faire. C'est-à-dire qu'on aimerait qu'en 2027, on arrive au blue pilote pour l'industrie. Alors, c'était une vision, je vais terminer. 1. Très important pour moi de saisir cette opportunité pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits. 2.
on a une polyvalence, on peut combiner plusieurs ARN, donc possibilité de faire plusieurs thérapies en une seule formulation, réduire le coût, je vous ai dit. Moi, j'ai à cœur de faire un transfert de technologie dans ce que je fais. Donc en fait, nous, on a 3 boîtes. Polythéragène, il y en a, Harmonix, c'est une boîte qui est portée par mon jeune collègue, pour en parler tout à l'heure, et aussi former, diffuser, partager la science, parce que je pense que ça ne sert à rien de rester tout seul dans son petit coin. Et puis, moi, j'ai aussi beaucoup d'ambition engagée pour l'éthique et l'équité en santé. Alors, un parcours, voici ça. J'aimerais quand même partager avec vous, elle a dit Madame la préfète, c'est pas si ça, d'accord? Moi, je me suis dit, tiens, comment je vais faire? En fait, j'étais passionnée des sciences du vivant. Et comme vous, d'accord? J'étais très forte en maths. Et j'étais moyenne en physique chimie, on va dire. Et à l'époque, j'avais des professeurs français, mais ils étaient désespérés, parce que je me disais, c'est pas possible, pourquoi tu n'y arrives pas? Ils m'ont fait même donner des cours gratuits. Mais non, je ne faisais pas. Bref, ma volonté, c'est d'être chirurgie, de faire la chirurgie, c'est ce que je voulais. Faire la recherche. C'est pour ça que je suis venue en France. J'ai fait mon concours de première année en médecine. J'ai fait le numéris clausus. J'étais 2e sur la barre. Comme je suis sur un peu j'étais vexée. Je n'étais pas contente. Donc je me dis, je ne redouble pas. Et je suis passée directement en 2e année de licence de biologie. J'étais super triste. Mais bon, mais après, finalement, regardez, je fais de la recherche sur le terrain, et je travaille avec des cliniciens, et quelque part, je coupe la queue au terrain. Je travaille avec des chirurgiens cardiaques, finalement, c'est passé mal. La bourse d'État, vous le savez pas encore, c'est pas suffisant pour vivre. D'accord? Donc, moi, je travaillais le week-end et une partie de mes vacances. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut tenir bon, mais jamais perdre de vue son objectif. C'est toujours comme ça qu'il faut se dire. On laisse de côté les bruits de fond. On se focalise sur ce qu'on veut faire. Alors, je termine par. Non, je vais dire que être différente, ce n'est pas si facile, les filles. Ce n'est pas si facile quand on n'est pas. Là, je vous ai mis, vous voyez, il y a un petit bleu là, tout le monde. Dans toutes les conférences, je suis un peu la seule, un peu différente. Du coup, quand je reviens après, les gens me disent I recognize, je dis, bah oui, c'est facile, hein. Je suis un peu la seule. Hein. Donc, effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on n'est pas pareil. C'est pas, même la manière dont on parle, c'est pas pareil. Même la manière dont on est, c'est pas pareil. Quand on est plus chiant, un peu exubérante, tout est un problème. Tout est un problème. Donc, c'est pas facile. Alors, quand on est une fille, ça devient une double charge. Donc, en fait, c'est ce que je veux dire. Je dois travailler plus pour être mieux reconnue, mais je dois aussi m'armer de confiance, et ça c'est ce que j'ai dans le Dieu, tout en se disant qu'il ne faut pas être prétentieux, parce que c'est pas terrible d'être prétentieuse. Et important pour moi de vous dire, ne pas accepter et avoir des préjugés sur les autres. Je ne supporte pas quand on me dise que les filles qui sont un peu jolies, qui s'habillent un peu bien, elles ont rien dans la tête. C'est faux. Je ne suis pas d'accord. Alors les filles, j'aimerais vraiment que vous gardiez ça en tête. D'accord? Alors, je vous montre ceci pour vous dire que ça ne se fait pas en un jour. Bon, j'ai démarré par la recherche dans l'article 5. Ensuite, on a travaillé, on a augmenté 2008, 2013, 2020. Et maintenant, j'ai un laboratoire qui est dédié sur tout ce que je veux faire. Je pense que c'est assez rare, c'est ce que j'ai dit au PDG de l'INSA. Je vis une sorte de réveillé. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu le vaccin pour les messagers. Ça s'appelle aussi une opportunité. D'accord? Une opportunité. Voilà. Alors, il y a des rencontres inspirantes. Bien sûr, je n'ai pas fait ça toute seule. Je vous montre en fait des rencontres inspirantes. Professeur Lasdowski, c'est l'une de mes professeurs quand j'étais en licence 2, que j'ai énormément admiré. Et je me suis dit, je veux être comme vous. Je crois qu'il n'est plus là. Professeur Olivier Fritz, c'est celui qui m'a fait confiance à Cambridge. Il a découvert l'acétylcarnitine transférase. Il m'a appris ce que c'est être bien. Professeur Jean-François Jacob, j'ai eu la chance à Cambridge de rencontrer ce grand prix Nobel sur la régulation génétique.
Et il m'avait dit, vous savez quoi? La science, c'est comme de l'art. N'oubliez ça jamais. C'est une passion. Et je ne l'oublierai jamais. Ensuite, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Patrick Couvert, c'est le pape de la nanomédecine, qui était toujours comme un père qui veillait sur moi et qui est à l'Académie des sciences, à l'Académie de médecine. Et ensuite, j'ai rencontré, parce qu'on était les premiers à travailler sur les ARN, il m'a invité. Ugo Sahin, c'est le CEO de BioNTech, Ugo Sahin qui faisait sur les vaccins. Et c'est là où j'ai rencontré le professeur Catherine Carico, celui qui a le prix Nobel. Et à chaque fois qu'il me voit, je lui montre ça, il met toujours une rose en disant ouais, c'est parce qu'on s'aime. Donc voilà. Et ensuite, il y a Jules Weissman qui est à côté. Et ensuite, j'ai rencontré un grand monsieur qui s'appelle Dieter Volk, qui est un professeur en immunothérapie, qui est à Berlin Institut, qui m'a poussé pour que je sois nommée. Très important pour moi de vous montrer qu'il y a les étudiants, je ne peux pas les oublier. C'est ma passion, c'est ma fierté. D'abord, vous savez là, le truc, c'est le masque des étudiants en Master 2 lors de la Covid. Covid 2021. Ils étaient tous là. Et je vous mets ici un de mon premier étudiant en thèse, qui est Anthony Delalande, qui est maintenant professeur, maître de conférence à l'Université d'Orléans, qui a monté un boîte qui s'appelle Harmonix. Je suis vraiment très fière de lui. Et là, je vous mets quelques exemples de mes étudiants qui passent leur thèse et qui ont des prix. Et vous voyez qu'en fait, dans mon labo, j'ai différentes nationalités, libanais, péruviens, colombiens, chinois, allemands. Enfin, et c'est comme ça que la science. On fait une dissémination. Partage de connaissances, c'est ça la clé à la collaboration. Et je me suis dit, tiens, si je mettais en fait une carte du monde et je mets où je vais, et bien regardez, en fait, effectivement, ça m'a permis d'être invitée dans ces différents types de pays, ça m'a permis de nouer des collaborations, et ça m'a permis aussi de faire une dissémination grand public. J'ai eu la chance de faire un TEDx sur l'honneur, et puis des présentations. Je vais terminer pour vous dire un mot, parce qu'à un moment donné, j'ai déposé un concours, mais je ne l'ai pas eu. C'était Catherine Carico qui m'a poussé. D'accord? Et en fait, à un moment donné, il me dit, tu l'as eu ou pas? J'ai dit, écoute, je ne l'ai pas eu, je marche. Et là, elle m'a écrit, elle m'a dit ça. Ne te décourage jamais lorsque tu échoues. Travaille encore plus dur, perfectionne-toi et réellement toi. Et ça, je te passe, fille, et merci pour votre attention. Là, c'est le temps des questions. J'avais prévu, j'aurais des questions, c'est un peu qui se lance. Sur la première question la plus difficile. Oh là là, je suis super déçue. Voilà, on ne voudrait pas décevoir Chantal. Non. Non? Oh, bah dis donc. Sur la dimension internationale, peut-être qu'il va dire, on va parler un petit peu, mais je t'entendais dire à l'entrée de la préfecture que tu avais ton passeport sur toi. Ouais. Et donc, je crois que Je vais partir. Tu vas où? Je vais partir. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est la dimension internationale. Donc, tu as parlé d'anglais aussi. Oui. Oui. Mais je pense qu'ils doivent pas mal parler anglais. Il y a beaucoup de jeunes qui parlent anglais, non? Il faut vraiment que vous parlez anglais. Même si vous voulez pas faire ce que je fais, c'est pas grave. Il faut parler anglais pour une raison simple. C'est la langue la plus parlée du monde entier. Donc en fait, il est important de le faire. Vous regardez les séries, les filles, vous regardez en anglais, et puis c'est bon, pas de problème. Je vous parie qu'au bout de 6 mois, c'est conforme. Est-ce que les professeurs qui accompagnent les élèves pour montrer l'exemple auraient une idée? Voilà, merci. Moi j'avais une question, c'est comment vous expliquez la défiance qu'il y a eu à la sortie justement de l'ARN messager, là, notamment au moment du Covid? Pourquoi il y a eu cet antagonisme vis-à-vis de cette découverte? Ça, c'est mon analyse. Donc, je vais faire mon analyse, mais je ne sais pas si j'ai raison ou pas. Je pense que c'est la communication qui n'a pas été bien. D'accord.
À mon avis, c'est très important déjà d'expliquer à tout le monde que c'est une recherche qui a été faite depuis très longtemps. Très longtemps. Je pense qu'il fallait vraiment. Il fallait expliquer que les gens, les boîtes qui ont fait les ARN, en fait les vaccins, ça fait 10 ans qu'ils travaillaient sur un essai clinique pour le cancer. En fait, tout était prêt en fait. Hein. Tout était prêt. Ce qui fait que c'est normal que ça ait été fait rapidement. Rapidement aussi parce que c'est une technologie qui s'y prête en termes de production. Mais ça fait 10 ans. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un vaccin contre le cancer du pancréas qui est entré en essai clinique. C'est assez incroyable. Le cancer du pancréas, vous savez, c'est maximum 1 an. On meurt. Et bien là, les gens qui sont traités, ils sont là déjà depuis, ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils sont encore là. Le mélanome avancé, ils sont en phase 3. C'est assez fantastique. Moi, j'ai vu les résultats de Coursaïne. C'est des gens qui, normalement, meurent au bout de 6 mois. Ben, là, eux, c'est depuis 4 ans. Hein. Effectivement, oui, ça fait très longtemps que ça existe. Et puis, vous savez, hein, il n'y a pas que là, il y avait l'ARN, donc c'est très facile pour les antivax de aller dessus, parce que c'est nouveau. Mais en fait, les antivax, ils sont beaucoup de choses, hein, pas que l'ARN. Ouais. Et ces vaccins, ils s'administrent par avance ou une fois que la maladie est détectée? Ah, pour le cancer, oui. Alors là, il y a une discussion qu'on est en train de faire au niveau international, parce qu'effectivement, on parle de vaccins pour tout ce qui est, quand on incite, provoque le système immunitaire, le système de défense. Mais là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un vaccin thérapeutique. C'est-à-dire que le cancer est là, mais c'est pour ça qu'il faut aussi diagnostiquer très tôt, plus c'est petit, mieux c'est. Et il y a les vaccins préventifs. Mais là, on est en train vraiment de se dire qu'il faut peut-être changer ça en immunothérapie, mais pas en vaccin. Oui. Mais quand on est jeune, on propose déjà des vaccins, le papillomavirus. Tout à fait. Mais c'est pas obligatoire, je ne sais pas pourquoi. Ah! Alors là, tu vois, comme dit en anglais, you made me die. C'est très bien ce que tu es en train de dire. Vraiment. Tu sais quoi? Dans tous les pays d'Europe, ils sont beaucoup. En Croatie, moi j'enseigne en Croatie, c'est obligatoire. Et le nombre de cancers contre le cancer de l'utérus a énormément chuté. En France, ben écoute, je ne sais pas. On n'en parle même pas dans les collèges, on n'en parle même pas. Et oui, je ne sais pas pourquoi. Je te dis tout de suite, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est une histoire, je ne sais pas, je ne peux pas te le dire. Mais on en a parlé avec Odile Launay, qui est une des personnes qui travaille avec nous. Ils disent que ça touche la fertilité en fait. C'est pas vrai. Là, je vais te dire, il y a beaucoup de choses qui sont racontées. Il y a énormément de choses qui sont racontées. C'est exactement comme le vaccin contre le... Je ne sais pas si vous avez sûrement entendu parler qu'il y a des gens qui ont dit que quand ils ont eu le vaccin contre le Covid, ils sont devenus infertiles. Ils ont eu des problèmes de stérilité. Quand on regarde le nombre de cas en milliards, le problème c'est que les antivax sont très forts. Hein. Ils étaient très... Moi j'ai fait pendant la Covid, j'avais sénatrice de la Guadeloupe, je ne sais plus, Madame Conconne, je crois, j'ai eu des maires qui m'ont demandé, pour une histoire tu sais, parce que je suis noire, les collègues, ils m'ont dit, Chantal, est-ce que vous voulez faire une explication de texte et tout ça. J'ai fait ça pendant tout le mois de juillet pour expliquer. En fait, au début, je me suis dit, je ne veux pas regarder les sites des antivax, ça m'énerve. Mais finalement, je me suis dit, mais il va falloir que tu regardes pour que tu puisses bien en parler. Et vous savez quoi? C'est incroyable. Ils sont super forts, ils récupèrent quelque chose, ils le montent énormément à nous. Donc tu as raison. Heureusement, c'est comme ça. Mais tout ça, ce n'est pas vérifié. Pas du tout vérifié. Il y avait une question. Oui, moi j'avais une question liée au journalisme et la science. Qu'est-ce que vous pensez du fait, justement, quand on est en termes de communication scientifique, là où on devrait pouvoir toucher les gens et expliquer clairement ce qui se passe,
Pourquoi on n'y arrive pas? Et pourquoi il y a toujours ce flou qui reste globalement, et c'était le cas pendant le Covid notamment. Enfin, ça c'est encore une fois, je prends beaucoup de pincettes parce que je me dis que c'est quand même mon idée, c'est ma vision. Je ne sais pas si c'est la réalité. Le problème qu'il y a, c'est que il y a eu aujourd'hui, il y a des journalistes scientifiques ou journalistes en santé. Moi, vendredi, j'ai encore quelqu'un de France 2 qui veut venir dans mon labo pour expliquer. Le problème, c'est que le problème quand on a avec ses collègues journalistes, c'est que en fait, on n'a jamais. Il y en a peu qui font le pas déjà pour nous, ça c'est la vérité. Et ensuite, même s'ils font le pas, la majorité ne nous retourne pas la rédaction qui a été faite. Ce qui fait que des fois, les messages, moi il y a des messages que j'ai vus qui des fois me navrent un tout petit peu, parce que c'est pas très sûr, c'est pas très clair. Et finalement, moi j'en ai parlé à une journaliste, j'ai dit mais je ne vois pas votre truc là. Et en fait, il me dit, oui, mais enfin, Madame Pichon, il faut aussi qu'on s'adresse à l'autre pan de la société. Et cet autre pan de la société, ceux qui sont un peu sceptiques. Et donc, voilà, c'est ça. Alors, le recteur a dû partir, mais peut-être qu'il aurait profité de la question pour parler d'un prix de la jeune journaliste scientifique. C'est une spécificité en région Centre-Val de Loire où depuis 2 ans, alors c'est pour des élèves de seconde, donc vous êtes déjà trop allez, mais il y a un prix justement pour que des jeunes, c'est pour des jeunes filles qui ont à la fois un intérêt pour la transmission, le journalisme et pour les sciences. Et donc ça c'est quelque chose qui marche bien. Et la première année, il y avait eu une vingtaine de candidatures. Cette année, on fait partie du jury avec Eric, il y en avait plus de 40 et ça continuera l'année prochaine. Donc il y a une volonté d'essayer d'améliorer ces questions-là. Mais c'est vrai que souvent, dans les événements qu'on organise sur les sciences, en région centre, la presse locale, elle n'est pas forcément extrêmement, pas forcément une appétence très grande pour des sujets scientifiques ou d'innovation, de recherche. Bon, peut-être une question. Je crois qu'il y a 2 ou 3 élèves du lycée militaire l'année dernière qui ont été lauréats. Oui. Alors, est-ce que. Peut-être ici, non? Oui, c'est ça maintenant. Félicitations. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question avant qu'on passe à l'exposé suivant? Peut-être? Non? Oui? Ok, bon. Merci, Chantal. Alors, on va essayer. Je ne sais pas si au niveau du son, là on va faire. On va essayer ça. Je sais pas si. Sinon, on peut. Sophie, peut-être préfère un coup comme ça sera peut-être plus simple. Il faut qu'elle reste là. Comment? Il faudra qu'elle reste dans la zone là-bas quand même. Oui, en restant là, mais du coup je vais bouger. Ah oui, donc on ne peut pas être là-bas. Si, il faut que je regarde. Juste une petite manipulation pour que le son et l'image soient synchrones. Donc je vais profiter du moment de transfert technologique au sens propre. C'est bon. Ça y est. Donc on est en train de mettre la présentation. Et donc je vais vous présenter donc Sophie Roman, qui est maîtresse de conférence à l'Université d'Orléans, à l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans, l'ISTO,
Et donc là, dès que l'image sera OK, donc Sophie Roman qui travaille sur un projet européen. Je ne sais pas si c'est un projet européen un tout petit peu. Alors là, c'est censé charger. Voilà, ça devrait basculer. Là, ça a marché. Voilà, c'est bon. Sophie Roman, donc maître de conférence à l'Université d'Orléans. Alisto, je te laisse la parole. Merci. Déjà, je suis ravie et un peu impressionnée aussi d'être là. Oui, je m'en rapproche du micro. Donc, je vais vous parler d'aujourd'hui de mon parcours et puis déjà de qui je suis, mon métier. Donc, moi, je suis enseignante-chercheuse à l'Université d'Orléans. Donc, j'enseigne dans la licence au master en sciences de la Terre et de l'environnement. Et je fais de la recherche sur ce qu'on appelle la microphysique pour les géosciences. Et je vous dirai un petit peu plus tard ce que ça veut dire et à quoi ça sert. Donc mon parcours, il était loin d'être tout tracé parce que entre le collège et le lycée, j'avais en fait aucune idée de ce que je voulais faire plus tard et j'avais eu une vocation très marquée où j'avais acheté tout un tas de bouquins sur différents métiers qui allaient de l'esthétique à l'audiovisuel. J'étais à un moment donné très intéressée par l'océanographie et aussi par les métiers de l'environnement, mais sans une idée très vraiment claire de ce que je voulais faire. Et c'est vraiment à vos âges, quand j'étais en première, en lycée général, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux sciences, donc les sciences en général, sciences de la vie et de la Terre, physique, chimie et les mathématiques, mais j'avais pas d'idée pour pouvoir faire quel métier après. J'avais pas de modèle de scientifique dans mon entourage, donc j'ai passé mon bac scientifique, spécialité mathématiques, mais sans une idée très claire de ce que j'allais faire avec ça après. Ce qu'on me conseillait de faire après mon bac, donc j'étais à Toulouse à ce moment-là, donc c'est là où je viens et c'est là où j'ai passé mon bac. Donc on m'a conseillé de faire une classe prépa maths parce que j'avais des bonnes notes en maths. Mais ça m'embêtait en fait, par exemple dans les classes prépa maths, on arrête complètement les sciences du vivant et les sciences de la Terre, et ça m'embêtait d'arrêter ça parce que ça m'intéressait. Donc finalement j'ai choisi d'aller en classe prépa BCPST, qui est donc biologie, chimie, physique, sciences de la Terre et mathématiques. Et ça m'allait très bien parce que j'avais pas de choix à faire, je pouvais continuer à faire des sciences assez générales et réfléchir plus tard à ce que vraiment j'allais faire avec ça. Donc cette classe prépa, je l'ai faite aussi du côté de Toulouse. Et donc ce sont des classes préparatoires qui préparent pour rentrer dans des écoles d'ingénieurs ou des écoles vétérinaires dans tout un tas de disciplines qui vont de l'agronomie à la physique-chimie et aussi aux géosciences. Donc ce sont 2 années après le bac, et donc après ça, j'étais admise dans une école d'ingénieur en agronomie, mais j'étais pas trop sûre ça me passionnait pas forcément, j'étais pas trop sûre que ça allait me plaire. Et finalement, j'ai choisi une école qui était en dehors des concours, qui s'appelle l'Institut supérieur des biosciences de Paris, donc je suis partie à Paris. Et ce qui m'a particulièrement attirée dans cette école d'ingénieur, c'était l'aspect pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire parce que c'était une école qui associait à la fois les sciences du vivant et les sciences de l'ingénieur pour appliquer tout ça au domaine des sciences biomédicales ou pharmaceutiques. Par exemple, on allait faire de la mécanique, mais de la mécanique appliquée au corps humain, ou de la mécanique des fluides, mais appliquée aux écoulements du sang ou de l'imagerie médicale. Donc c'est ça qui m'a vraiment plu, c'était cet aspect. Il y avait à la fois les sciences de l'ingénieur et les sciences du vivant. Donc j'ai passé 3 ans à Paris, du côté de Paris, dans cette école d'ingénieur. Et quand on est en école d'ingénieur, on a bien sûr des cours, mais on a nos premières expériences vraiment de professionnels. On peut faire des stages dans différents endroits, et c'est un petit peu ça aussi qui nous façonne et qui nous construit. Moi, j'ai eu plusieurs expériences marquantes pendant mon école d'ingénieur. Déjà, donc un premier stage de recherche où j'ai travaillé sur de tester des molécules contre des cellules de cancer de la prostate. Donc ça a été vraiment ma première expérience où j'ai rencontré mes premiers doctorants, donc les étudiants en thèse, et les premières vraiment rencontres avec des chercheurs. Donc j'ai vraiment commencé à me faire une idée de ce qu'était vraiment ce métier-là de chercheur. J'ai aussi eu la chance de faire un projet pendant mon école avec un de mes professeurs qui était chercheur pour travailler sur des nouvelles méthodes d'analyse des images IRM. Et là, j'ai eu l'opportunité de rédiger mon premier article scientifique. Parce que quand on est scientifique, une de nos missions, c'est quand on a une nouvelle découverte, quand on a un nouveau résultat, on le publie dans des articles. Parce
scientifique pour le partager à notre communauté. Et donc là, j'ai eu l'occasion non seulement de pouvoir rédiger cet article et puis de pouvoir le présenter à la communauté et vraiment de me rendre compte de ce que ça représentait. Et j'ai trouvé ça assez passionnant. J'ai également eu une première expérience à l'international. J'avais fait un stage de recherche en République tchèque. Donc ça a été aussi une expérience, moi, que je n'étais jamais sortie de France. Ça a été une super expérience, à la fois pour apprendre à parler anglais, ce qui était vraiment difficile pour moi à l'époque, mais aussi de découvrir un autre environnement pour faire de la recherche. Donc j'ai toujours été assez attirée par la recherche, mais j'ai aussi voulu voir ce qu'on pouvait faire dans l'industrie. Donc j'ai aussi passé 6 mois où j'ai travaillé en industrie pharmaceutique chez Sanofi, où je faisais du traitement et de l'analyse des images biologiques. Donc, avec toutes ces expériences-là, après mon école d'ingénieur, je me suis posé la question, est-ce que je veux continuer à faire de la recherche ou est-ce que je veux aller travailler tout de suite en ingénierie? Donc est-ce que je veux continuer en thèse ou pas? Et donc voilà, j'avais clairement un intérêt pour la recherche, ça m'avait toujours intéressée, j'étais assez curieuse et j'aime bien essayer de comprendre les choses. J'avais vu aussi que continuer à la recherche, faire une thèse, ça pouvait m'ouvrir des portes même en recherche et développement en entreprise. Mais j'avais un petit peu peur de m'engager encore pour 3 années d'études supplémentaires parce que à la fin de l'école d'ingénieur, on a un bac plus 5, si on continue en thèse, on a un bac plus 8. À l'époque, ça me faisait un peu peur, mais en fait, une de mes professeurs m'a dit non, mais vous êtes jeune, vous n'avez rien à perdre, et donc je pense qu'elle avait raison, et c'était clairement ce qui me motivait. Donc je suis partie en thèse, là je suis revenue à Toulouse, et mon sujet de thèse, ça portait sur donc, les écoulements de globules rouges dans la microcirculation sanguine. Donc c'était un sujet de thèse, donc c'est vraiment arrivé à comprendre comment les globules rouges circulent dans les tout petits vaisseaux de nos réseaux microvasculaires. C'était un sujet qui combinait à la fois mes connaissances en sciences du vivant, en ingénierie et en mécanique des fluides, donc c'était super. Et donc l'idée globale de ma thèse, c'était quand on a une bifurcation, quand on a un vaisseau sanguin qui se sépare en deux, c'est d'essayer de comprendre quel vaisseau va choisir les globules rouges quand ils vont s'écouler. Et pour ça, j'ai fait des expériences qu'on appelle l'expérience microfluidique. C'est la technique que je continue maintenant à utiliser. Et donc cette technique, je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors, il y a une vidéo mais qui ne fonctionne pas. Donc l'idée de ces expériences microfluidiques, c'est de reproduire des canaux comme ceux que vous voyez là sur la gauche, mais sur des matériaux artificiels. Donc on a des petits canaux qui font, alors là vous avez juste l'échelle, qui font 20 micromètres. Donc c'est plus petit que le diamètre d'un cheveu. C'est à peu près la taille de nos micro-vaisseaux. Et puis on utilise ces canaux pour aller après y injecter des globules rouges et voir vraiment comment ils s'écoulent et décrire leurs écoulements. Ça c'est la technique que j'ai utilisée pendant ma thèse. Si tu veux bien marcher, on va répondre. Le truc c'est que rationnel sur les trucs. En fait, c'était pour des vraiment des pas. Mais non, mais tu sais quoi, il dépend des chiffres, il dépend des... Ah, merci, bon, c'est pas grave. Tant pis. C'est pas grave. Donc après ces 3 années de thèse, j'étais toujours autant intéressée par la recherche en général. J'ai également pu avoir une première expérience d'enseignement. J'ai enseigné à des étudiants qui étaient en unité, ce qui a été aussi décisif pour la suite. Et puis, pour la pré-thèse, encore une fois, je n'étais pas hyper décidée sur ce que je voulais faire après, si je voulais aller travailler en industrie, par exemple, retourner en industrie pharmaceutique, ou être plutôt chercheuse en académique, ou enseignante-chercheuse. Donc ça s'est décidé au gré des opportunités et des différentes expériences que j'ai pu avoir par la suite. Après la thèse, le parcours classique, c'est de partir en post-doctorat. Donc, ce sont des contrats de recherche qu'on peut avoir. J'ai fait un post-doctorat à Montpellier. Et puis ensuite, je suis partie 4 ans à l'université de Stanford en Californie. Là, vous avez des photos du campus qui est assez magnifique. Et donc pendant ces 4 ans à l'université de Stanford, j'étais dans le département
font des géosciences à Stanford, et ça a vraiment été l'expérience qui a été décisive pour la suite. Bon, déjà pour apprendre à parler anglais, parce que jusque-là, j'arrivais à lire des articles en anglais, à rédiger des rapports, mais parler c'était vraiment compliqué. Donc là, quand on n'a plus le choix, on s'y et au bout d'un moment, on finit par apprendre. Ça a été aussi l'occasion de vraiment développer un réseau scientifique international, donc de faire connaître mes travaux vraiment à l'international, et puis aussi d'apprendre la compétitivité et la communication, parce que les Américains sont très forts pour communiquer sur leurs travaux de recherche, chose qu'on sait quand même moins bien faire en France de façon générale. Et donc ça, c'est vraiment des choses que j'ai pu apprendre là-bas. Et puis d'un côté plus personnel, il y a aussi l'aspect voyage. J'ai pu visiter les différentes régions en Californie et puis faire des rencontres et des amitiés internationales. Donc ça a vraiment été une expérience décisive pour la suite, et puis même pour maintenant encore. Donc, quand j'étais à Stanford, c'est là où j'ai commencé à travailler sur la microfluidique pour les géosciences. Et donc maintenant, je vais vous montrer un peu ce que ça veut dire et à quoi ça sert. C'est ce sur quoi je continue de travailler maintenant. Donc ça va faire une petite, enfin plus que de 10 ans maintenant que je travaille là-dessus. Alors qu'est-ce que ça veut dire la microfluidique pour les géosciences? Déjà, moi, je m'intéresse de façon générale aux réservoirs d'eau souterraine. Donc les réservoirs d'eau souterraine, donc là vous avez un schéma où vous voyez quand on a de l'eau de pluie qui tombe sur le sol, elle va s'infiltrer dans le sol, et puis elle va se retrouver dans un aquifère qu'on appelle aussi un réservoir d'eau souterrain ou une nappe phréatique. Cet aquifère, il est fait de quoi? Vous savez? Non? Donc, la vision parfois qu'on peut avoir, c'est que ces aquifères, on peut imaginer ça comme des lacs d'eau souterrain ou des cavités remplies d'eau. Mais en fait, c'est pas ça. Ça, c'est bien. En fait, les aquifères, c'est de la roche. C'est de la roche, et dans cette roche, il y a de l'eau qui s'écoule à travers les minéraux, à travers les grains solides. Donc si on fait un zoom dans un aquifère, dans un réservoir d'eau souterrain, on aura plein de roches, et entre ces roches, ce qu'on appelle des pores, on a de l'eau qui s'écoule. Et c'est cette eau qui est contenue là qu'on va par exemple aller puiser pour les réserves d'eau, enfin pour l'eau potable, pour l'irrigation. Et donc, dans ces aquifères, il y a plusieurs grandes questions auxquelles on s'intéresse, qui sont notamment par exemple, si on a une pollution qui arrive via l'eau de pluie, par exemple, combien de temps on va mettre cette pollution à se retrouver dans les eaux souterraines, ou jusqu'où est-ce qu'elle va se répandre, ou essayer de trouver des nouvelles solutions pour aller dépolluer ces eaux souterraines. Et d'autres questions auxquelles aussi on s'intéresse, c'est de voir si on peut utiliser ces réservoirs souterrains profonds pour aller stocker des gaz. Donc, par exemple, il y a des nouvelles technologies qui visent à aller récupérer le CO2 de l'atmosphère et puis de l'enfouir, d'aller le stocker en profondeur pour limiter la quantité de CO2 atmosphérique. Et donc, toutes ces grandes questions auxquelles je m'intéresse, elles ont en commun que ce sont des problèmes qui sont multiphysiques. À la fois, il y a la mécanique des fluides, il y a des écoulements, il peut y avoir de la chimie, il peut y avoir de la biologie, il peut y avoir de la mécanique, de la thermique. Donc il y a tout un tas de disciplines qui sont importantes à comprendre et à représenter pour comprendre ces phénomènes. Et c'est multi-échelle, parce que là, si vous regardez sur ce schéma-là, donc le réservoir d'eau souterrain, c'est de la centaine de mètres, voire du kilomètre, mais les processus qui ont lieu dans ces petits canaux où circule l'eau, c'est de l'ordre du micromètre. Donc ce sont des petits canaux, c'est comme si c'était plein de petits canaux qui ont chacun la taille du diamètre d'un cheveu. Donc moi je m'intéresse particulièrement à ces mécanismes à l'échelle du micromètre, mais pour voir quelles vont être après les conséquences sur vraiment le réservoir d'eau souterrain. Donc ça fait partie des enjeux aussi qu'on regarde. Donc pour aller voir à ces petites échelles, à ces échelles de micromètres, ce qui se passe dans ces réservoirs-là, et ben, j'utilise la microfluidique. Donc la microfluidique, le principe c'est quoi? C'est une technique expérimentale où on modélise de façon expérimentale, c'est-à-dire on représente de façon artificielle ces milieux, ces réservoirs d'eau souterrains. Donc l'idée c'est qu'on a un substrat, par exemple ça peut être du verre, sur lequel on va graver un motif, et ce motif ensuite on le recouvre d'une plaque qui est transparente. Ça peut, par exemple, ça peut ressembler à ça. Donc ça c'est un exemple on appelle ça des micromodèles ou des systèmes microfluidiques. Donc ça c'est un exemple où le motif ici ce sont juste deux canaux qui se rejoignent ensuite en un canal, et à l'intérieur de ces systèmes, donc l'avantage c'est que c'est transparent. Vous
peut voir tout ce qui s'y passe. Parce que ma roche, mon réservoir souterrain, c'est difficile d'aller voir sur place ce qui s'y passe concernant les écoulements et les réactions. Donc là, je peux voir tout ce qui s'y passe et je peux ensuite injecter des fluides à l'intérieur et regarder comment ils s'écoulent. Donc ça, c'est un exemple avec une géométrie simple, mais en fait, nous, dans notre laboratoire, on va travailler sur tout un tas de géométries qui sont là pour vraiment représenter les géométries qu'on pourrait avoir dans les sous-sols. Donc on peut avoir des canaux très simples parfois quand on veut vraiment regarder quelque chose de très précis, un phénomène en particulier. Et puis on peut avoir des géométries qui sont... Donc là, il faut s'imaginer qu'on voit ce système-là, là, vu de dessus. On peut avoir vraiment des géométries où on va rien directement... on a des images qui viennent... Ce sont directement des images de roches réelles qu'on vient imprimer ou graver sur notre substrat et dans lesquelles après on peut aller voir comment les fluides vont s'écouler à l'intérieur de ces systèmes. Donc, on représente les géométries des roches souterraines sur ces dispositifs qu'on appelle la microfluidique. Et ensuite, comme c'est tout petit, les canaux sont tout petits, on regarde ça sous un microscope. Et puis on peut, donc ça c'est une photo dans mon laboratoire où voilà, typiquement on va regarder ça au microscope, on a des caméras pour enregistrer, pour pouvoir regarder comment les fluides s'écoulent, on a des systèmes pour pouvoir injecter différents types de fluides, on a tout un tas de matériel ensuite qui nous permettent d'étudier ce qu'on souhaite étudier à l'intérieur. Donc on peut après on peut injecter de l'eau, de l'air, de l'huile, des contaminants, on peut regarder des réactions chimiques, on peut simuler en fait tout un tas de processus qui auraient lieu dans nos réservoirs d'eau souterrains, mais sur ces flux microfluidiques. Là, je vais vous présenter juste rapidement deux ou trois sujets de recherche sur lesquels, alors je vais peut-être que les vont pas marcher, on va voir, donc sur lesquels on travaille avec ces dispositifs microfluidiques. Donc une des choses sur lesquelles je travaille depuis que j'ai commencé mon postdoc à Stanford, c'est de regarder les mécanismes de déplacement d'un fluide par un autre. Donc, par exemple, si vous avez un sol qui est initialement rempli d'air et qui a de l'eau d'infiltration qui arrive, l'eau va déplacer l'air, et puis cette eau qui va déplacer l'air, ou parfois l'air qui va déplacer l'eau, ça va se faire selon différents processus, en fonction de tout un tas de paramètres. Ça peut être aussi un polluant qui déplace de l'eau. On pourrait étudier ça, par exemple. On a imaginé ce type de système. Donc là, c'est une de nos puces, ce qu'on appelle les puces microfluidiques, dispositifs microfluidiques, qui est faite de 2 canaux, avec ces géométries un peu particulières. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'initialement, c'est rempli d'eau, et ensuite, on injecte de l'air. Et ce qu'on veut savoir, c'est comment l'air va déplacer l'eau. Est-ce qu'il va tout déplacer? Est-ce qu'il va en laisser une partie qui va être piégée? On veut voir aussi après les implications, les conséquences sur, par exemple, le piégeage de contaminants dans les sols. Mais les vidéos ne marchent pas. Donc je ne peux pas vous montrer les jeux. On les regardera pendant la pause, sinon. On les regardera pendant la pause. Oui, c'est pas grave. Tant pis. Donc en fait, dans un système comme ça, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a certains cas, donc quand tout est rempli d'eau, parfois, quand on va injecter de l'air va se déplacer dans les 2 canaux, là, de la gauche vers la droite, en déplaçant toute l'eau. Et puis, il y a certains cas où finalement l'air ne va rentrer que dans un des 2 canaux et il va laisser beaucoup d'eau piégée dans l'autre canal. Et ça, pour nous, on cherche à savoir quels sont les paramètres qui influencent ça pour pouvoir le caractériser et après pouvoir comprendre où est-ce qu'on va avoir plus ou moins d'air ou d'eau dans un sol. Une autre chose qu'on regarde pas mal, ce sont les interactions entre la chimie et les écomondes. Ça, c'est une discipline qui est relativement nouvelle, qui s'appelle le transport réactif. Parce qu'en fait, initialement, en géosciences, de façon générale, on va avoir des gens qui viennent plutôt de la mécanique des fluides, comme moi, qui travaillent sur tout ce qui est transport de l'eau, on regarde comment les fluides s'écoulent. On a des géochimistes qui travaillent beaucoup sur la chimie des minéraux. Mais associer les deux, c'est pas si facile, parce qu'en fait,
on n'utilise pas les choses de la même façon, on n'a pas le même vocabulaire, on n'a pas les mêmes façons de regarder les choses. Par exemple, parfois, ce matin je me suis dit, vous pensez que les aspects du transport ne sont pas importants, ou moi qui fais l'écoulement, je pensais que c'est l'écoulement qui est toujours le plus important. Donc, allier ces deux disciplines, c'est pas si simple, mais c'est ce qui est fait vraiment depuis plusieurs années. Et une des applications du transport actif, c'est par exemple d'aller assurer ce qu'on appelle la sécurité des barrières de confinement géologique. Donc par exemple, quand on fait du stockage de gaz en profondeur dans les réservoirs souterrains, on va s'assurer que ce gaz il reste bien confiné et bien stocké en profondeur. Donc on a besoin de barrières géologiques qui sont bien imperméables. Et donc il y a pas mal de travaux qui sont faits sur le fait qu'on veut s'assurer qu'elles sont bien restées imperméables et que les gaz ne vont pas s'échapper vers l'atmosphère. Donc ce sur quoi on travaille, là la vidéo marche, c'est par exemple des expériences où on va couper à la fois de la chimie et du transport. Donc là c'est une expérience assez simple dans laquelle on a un canal tout droit là, qui est que vous voyez sous le microscope. Ça c'est un schéma du canal et au milieu de ce canal on met un grain de calcite. Donc c'est de la craie, c'est un minéral qu'on trouve beaucoup sur Terre. Et ensuite dans ce canal, donc là de la gauche à la droite, on injecte un acide. Ça va venir dissoudre ce grain, ça va venir dissoudre ce minéral. Et selon la vitesse à laquelle on injecte notre acide et selon aussi le pH, donc voilà, la réactivité du milieu, on va avoir ça va se dissoudre avec différentes vitesses, on peut avoir différents profils aussi de dissolution qui vont avoir lieu. Donc ça c'est un canal qui fait à peu près 1,5 mm de large et on voit ce grain de calcite qui se dissout. Et donc là on peut vraiment, avec ces systèmes qui sont très simples, mais ça nous permet déjà de vraiment bien comprendre quels sont les liens entre les écoulements et la chimie. Puis après, à partir de ces modèles très simples, on peut aller sur des choses un peu plus complexes et plus proches du milieu naturel. Oups. Donc là, je vais juste présenter rapidement 2 exemples d'applications, mais je travaille aussi beaucoup sur le développement des méthodes de mesure pour pouvoir toujours être à la pointe de ce qu'on est capable de mesurer. On peut s'intéresser au processus, mais il faut aussi pouvoir les mesurer. Donc là, par exemple, je vous ai montré cette expérience avec la calcite qui se dissout. On peut voir de façon, on voit juste optiquement avec un microscope comment elle se dissout, mais on peut aller plus loin que ça. On peut aussi développer. Par exemple, on a travaillé récemment sur une méthode pour vraiment voir vraiment les espèces chimiques qui sont présentes dans notre système, dans notre dispositif microfluidique. Donc là, il faut s'imaginer, c'est comme si on avait cette fois, donc c'est aussi un dispositif microfluidique dans lequel on aurait plein de grains. Donc c'est comme si on avait plein de calcite qui sont en blanc là sur la photo. Donc c'est un minéral et puis donc entre ces grains, encore une fois, il y a des fluides qui s'écoulent. Et puis ces grains, ils peuvent se dissoudre, et puis il y en a d'autres qui peuvent précipiter et former des nouveaux minéraux. Et ça, on va pouvoir le suivre. Si on regarde juste comme ça optiquement, on ne va pas vraiment arriver à suivre la chimie. Donc on a développé avec une collègue en Allemagne une méthode qui est basée sur une méthode qui s'appelle la spectroscopie Raman, qui nous permet vraiment d'aller voir les différents minéraux qui sont présents et d'aller identifier la chimie de chaque minéraux. Donc là, les 2 photos que vous voyez, c'est la même chose que ce qu'il y a dans le petit encadré, sauf que cette fois-ci, on a différentes couleurs selon la chimie qui est présente dans notre système. Donc en rouge, c'est le minéral qui était initialement présent. Et puis une fois qu'on a fait de la réaction chimique, on voit en vert un nouveau minéral qui a précipité. Donc ça, on est capable d'aller un peu plus loin dans ce qu'on peut voir. Et puis on a aussi développé d'autres méthodes sur d'autres choses, mais on travaille vraiment beaucoup aussi sur le développement des nouvelles méthodes qui après peuvent servir pas juste pour nous, pour toute la communauté. Une autre chose qui est très importante, c'est que je travaille beaucoup avec les gens qui font de la modélisation numérique. Moi, je suis plutôt expérimentatrice, je fais plutôt des expériences en laboratoire, beaucoup de post-traitement, mais j'ai besoin aussi des gens qui font de la modélisation numérique. Alors pourquoi? L'idée de la modélisation numérique, c'est de représenter de façon virtuelle le monde réel. Là, par exemple, vous avez une illustration pour représenter l'écoulement dans une rivière, avec des modèles mathématiques et des modèles physiques. Donc, réaliser des expériences numériques, c'est important. Pourquoi? Déjà parce qu'on ne peut pas faire des expériences dans tous les cas. On ne peut pas aller tester tout par l'expérience ou par des besoins de terrain. Si c'est trop dangereux, si ça prend des centaines, si on a un processus qui prend des centaines d'années, on ne peut pas forcément aller faire une expérience.
ou pour aller étudier différents scénarios. Par exemple, je veux voir différents scénarios de dépollution ou de pollution. Je vais faire des expériences numériques, je vais faire ça avec des modèles virtuels pour pouvoir tester tout un tas de paramètres. Donc on travaille beaucoup avec les gens qui développent ces modèles-là, moi je travaille beaucoup avec eux pour continuer à améliorer les modèles et continuer à pouvoir prédire de façon de plus en plus juste et de pouvoir prédire les phénomènes de transport dans les réservoirs d'eau souterraine. Donc, alors est-ce que la vidéo va marcher? On va voir. Donc là par exemple, j'ai l'impression que ça marche. Par contre, je n'ai pas le son. Là. Ah, mais si, il est là. Elle est là. Alors, elle est là, ok. Ah, non, c'est bien. Donc là, par exemple, vous voyez pas, mais tant pis. On est capable de comparer des simulations numériques, donc des modèles faits par des modèles mathématiques, du transport. Donc là, c'est du transport de petites particules dans un milieu qui, encore une fois, représente un milieu de roches souterraines. Et on peut faire ça de façon numérique et de façon expérimentale. Et on compare les deux à la fois pour... parfois, ça aide à comprendre nos expériences, ou parfois, on vient valider les modèles numériques qui, après, peuvent être utilisés pour des milieux plus complexes, par exemple, ou pour différents scénarios. Et donc, sur ces... donc là, je montre juste les vidéos, enfin, vous savez pas les vidéos, mais... Donc, on travaille de plus en plus sur les transports de particules, et en particulier, c'est le sujet d'étude sur lequel je travaille principalement en ce moment, c'est d'arriver à trouver des nouvelles méthodes pour aller dépolluer les réservoirs d'eau souterraines qui seraient pollués en utilisant des des microparticules. Donc l'idée, cette idée d'aller utiliser des particules, c'est pas récent. L'idée, c'est d'aller cibler des pollutions qui seraient piégées, comme donc là en terre, qui seraient piégées dans la roche. C'est très difficile de développer ces pollutions-là. Donc l'idée, c'est d'aller amener des particules. Mais le problème, c'est comment aller vraiment amener des particules qui vont cibler une pollution. Donc pour ça, j'ai eu une idée pour trouver des nouvelles méthodes basées sur des processus physico-chimiques pour aller vraiment délivrer des particules qui vont permettre après de faire de la dépollution. Donc ça, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne, pour lequel j'ai obtenu un financement de 1,5 million d'euros pour 5 ans. Alors qu'est-ce que ça représente 1,5 million d'euros? Ça me permet d'avoir autour de moi une équipe de jeunes chercheurs qui travaillent avec moi sur ce projet-là. Et par exemple, là, ça représente 2 étudiants en thèse, un postdoctorant et un ingénieur de recherche qui travaillent avec moi sur ce projet-là. Et sur ce projet, pendant 5 ans, on va continuer à faire des expériences microfluidiques, des expériences aussi à des échelles un petit peu plus grandes, des modèles numériques, et aussi continuer à développer des nouvelles méthodes de mesure pour pouvoir arriver à notre but, qui est ensuite de proposer des nouvelles méthodes pour aller dépolluer les eaux souterraines. Donc sur la microfluidique pour les géosciences, si vous voulez en savoir plus, j'ai eu l'honneur il y a un peu plus d'un an maintenant de travailler avec un youtubeur qui s'appelle Monsieur Bidouille et qui a fait une vidéo de vulgarisation sur notre travail en microfluidique qui est vraiment super. Je trouve qu'il a vraiment réussi à retranscrire ce qu'on fait en trouvant les bons mots. D'ailleurs, parfois, je reprends même les façons dont il a réussi à expliquer pour expliquer moi-même ma propre science. Il y a également un article dans le magazine qui s'appelle Pour la science sur la microfluidique, sur les géosciences qu'on a écrit avec mon collègue Cyprien Soulet. Et les 2 derniers messages que je vais faire passer, c'est que être scientifique, c'est pas juste être au laboratoire, comme on a vu, c'est aussi partager sa science grâce à des collaborations ou partir en conférence. Là, dans 2 jours, je pars aux États-Unis. J'ai eu la chance l'année dernière de pouvoir partir au Japon, de découvrir tout un tas de pays grâce à ces voyages, de travailler à l'Université de Santa Barbara qui est sur la plage en Californie. Mais aussi, c'est aussi de l'enseignement et de l'encadrement, donc le lien avec
les étudiants en thèse ou les étudiants en master, en licence est super important pour moi. Et par exemple, chaque année, j'ai l'occasion de partir avec des étudiants qui sont en master sur le terrain pour aller faire vraiment des mesures de terrain, pour aller mesurer les volumes dans les nappes d'eau souterraines. Et donc, mon message de conclusion, ça serait de. Donc, déjà, si. Voilà, moi, être scientifique, c'est être curieuse et avoir envie de comprendre. Si vous connaissez là-dedans, la science, c'est peut-être faite pour vous. Ça, c'est une photo de mon groupe de recherche actuellement. Et donc, vous voyez, on est seulement 20% fini. Donc, j'attends pour compléter ça. Et je vous remercie pour votre attention. Ou peut-être une question. Ah, c'est plus facile la deuxième fois normalement. Moi, je vais juste faire. Oui, Vas-y. C'est pour la classe préparatoire des CPST. Est-ce que vous avez des conseils pour la réussir évidemment? On sent la jeune journaliste scientifique primée l'année dernière. Bravo, pardon. Alors pour réussir, bon, c'est beaucoup de travail. Il faut apprendre aussi à être. Enfin, moi, je sais que tout ce que j'ai appris aussi, c'est être organisé. Et d'ailleurs, même maintenant, c'est encore vrai. Parfois, on ne peut pas tout faire bien. Enfin, on ne peut pas tout faire de façon parfaite. Donc, il faut faire un petit peu des choix, il faut s'organiser. Par exemple, quand j'étais en classe prépa, je sais que le sommeil, par exemple, c'était primordial. Et donc, parfois, même si je n'avais pas fini de réviser, c'est pas grave, je suis allée dormir. Et puis, ce que j'ai pas révisé, peut-être que voilà, c'est pas grave, je le réviserai une prochaine fois. Mais arriver à s'organiser pour faire au mieux toutes les tâches qu'on nous donne. Et ça, c'est vrai que c'est encore vrai maintenant où on a encore plus de tâches. Et donc, parfois, il faut arriver à être bien organisé pour réussir. Et puis, moi, c'est vrai que j'avais pas de but précis en tête, donc j'avais pas. Enfin, une fois que j'ai trouvé cette école-là qui me plaisait, ça a été plus facile, mais sinon, j'avais pas beaucoup d'amis qui, par exemple, voulaient absolument être vétérinaires. Et donc, c'était leur but et c'était ce qui les motivait, ce qui les poussait. C'est vrai que moi, j'avais pas forcément ça, j'étais là parce que j'aimais les sciences, mais j'avais pas un but précis en tête. Mais ça dépend. Peut-être que Chantal. Non, je vais juste dire merci Sophie, c'est très bien. Moi, je trouve que ça complémente vraiment bien ce que j'ai raconté. Et je voulais juste dire à tout le monde que toutes les techniques qu'elle est en train de faire, je les utilise dans mon laboratoire. En fait, la microfluidique qu'elle est en train de faire, toutes ces techniques, je les utilise pour fabriquer des transporteurs d'ARN messager. Les images qu'elle vous a regardées pour voir qu'est-ce qui se passe, je les utilise dans mon laboratoire. Donc effectivement, vous voyez, cette histoire d'interdisciplinarité, développement technologique, moi j'ai vraiment aimé et bon, tu es beaucoup plus jeune que moi, donc tu es beaucoup plus affecté et ça me donne vraiment un exemple. Et en plus, c'est bien de dire que tu ne savais pas ce que tu faisais, et après, petit à petit, tu construis et tu veux faire. En fait, ça n'a pas fait exprès, mais moi je savais ce que je faisais. Toi, tu ne savais pas ce que tu faisais, mais finalement, on se. Et puis rien n'est définitif aussi, c'est ça. Enfin, j'ai commencé sur le biomédical, maintenant j'applique ça aux géosciences, mais peut-être que dans 10 ans j'appliquerai ça à d'autres choses. Enfin, c'est pas parce que vous faites un choix maintenant que ça va définir qui vous allez être dans 20 ans. Donc tout est aussi question d'opportunité, on peut changer d'avis aussi, en cours de route. Une autre question. En plus, on vous a montré des très beaux lieux, hein, quand même, les universités de Cambridge, vous avez vu des campus qui sont. Alors, le campus de l'université d'Orléans est pas mal non plus. Celui de Tours a des très beaux bâtiments également, donc vous n'êtes pas obligé de partir aussi loin pour faire vos études. Il y a des très très beaux laboratoires. C'était aussi l'objectif de vous montrer qu'il y avait de la recherche en face du lycée Voltaire. Il y a de la recherche exceptionnelle qui est connue au niveau mondial. Peut-être laisser Madame la Préfète, si vous voulez dire quelques mots. Oui, ça, non, mais moi, je voulais remercier les deux intervenants, dire que finalement, vous avez des métiers formidables, parce que vous voyagez, vous cherchez, vous managez des équipes, vous donnez des interviews, vous mangez japonais. Vous enseignez, vous faites des boîtes. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est des femmes qui se sont inventées. Vous avez des engagements moraux,
cherchant à faire que les médicaments soient accessibles aux pays les moins développés. Non, vous m'entendez? Voilà, et moi je crois surtout, ce qu'on disait avec Chantal tout à l'heure, je pense que vous le partagez, c'est ne doutez pas de vous et n'écoutez pas ce qui vous dit, c'est pas fait pour toi, tu n'y arriveras pas, c'est bouché, tout ça n'a aucune espèce d'importance. Sachez qui vous êtes, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Si vous ne savez pas, continuer à chercher, à étudier, et petit à petit le chemin va se dessiner. Et n'écoutez pas tous les oiseaux de mauvais augure et résistez au machisme ambiant. Voilà.